Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons essayer de faire du bouche à bouche à Pipo pour le faire refonctionner. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va tout bêtement, ce que j'ai déjà fait d'ailleurs, on peut le voir ici, souder des puces, souder sur la puce, je veux dire, pas souder des puces, non, on a juste à souder des fils en réalité, souder des fils sur la puce flash qui contient le BIOS, ainsi que les paramètres du BIOS. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, il s'agit, enfin c'est un UEFI, pour être plus précis, il s'agit du petit composant en fait qui fait le démarrage initial du PC, quoi, de l'ordinateur, avant de passer au système d'exploitation, c'est-à-dire c'est le truc qui dit, alors ceci est un processeur, ceci est la quantité de mémoire vive que tu as, allez hop, on doit lire ici pour trouver le système d'exploitation, on le fait démarrer. Enfin voilà, c'est un petit peu ça son but, il identifie un peu tout le bazar et puis ensuite il donne la main au système d'exploitation. Le problème, c'est que dans Pipo, dans le Pipo X8, ainsi que dans pas mal d'autres tablettes chinoises, de marque chinoise, no-name, pas terrible, genre Chewy, Teclast et Pipo, ce sont les trois voilà quoi, celles qui ont vraiment des problèmes quoi. Eh bien, dans ces marques-là, si vous changez les paramètres dans le BIOS, enfin en tout cas dans la plupart de leurs modèles, peut-être pas les tout derniers, j'en ai aucune idée, peut-être qu'ils ont fini par réparer ça, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, aux dernières nouvelles, non, à ma connaissance, ils n'ont pas réglé ça. Ces tablettes-là, si vous modifiez quelques paramètres, la machine ne démarre plus. Du tout. Et pourquoi ça ne démarre plus? Eh bien, tout bêtement parce que ils ont été trop crétins pour faire en sorte que les paramètres du BIOS qui sont modifiables mais qui ne sont pas compatibles avec le matériel que vous avez sous les yeux, eh bien, ne sont pas enlevés, ils sont dedans. Donc vous modifiez un des paramètres qui ne correspond pas au matériel que vous avez là-dedans, par rapport aux paramètres par défaut, ou plutôt ceux qu'ils ont mis dedans pour que ça fonctionne, et en fait c'est complètement bidouillé quoi, si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas du tout un BIOS qui est fait uniquement pour le matériel que vous avez là, et qui donc du coup va fonctionner. Non, c'est un truc qui fonctionne sur un peu tout et n'importe quoi du moment qu'on règle les bons paramètres, mais comme tous les paramètres sont disponibles et qu'on sait pas lesquels marchent pas, on peut complètement tout faire foirer. Donc ça c'est juste pas professionnel du tout. J'ai vu que la tablette Honda que j'avais présentée l'autre fois, il n'y a pas ce problème, donc visiblement ce n'est pas le cas de tout le matériel de marque chinoise. La marque Honda sans H est une marque qui est connu un minimum, quoi, c'est pas le truc complètement no-name, et donc eux ils font visiblement quelque chose d'à peu près convenable. Mais le no-name, comme Pipo, eh bien là par contre ils font absolument rien du tout, ils veulent sortir le produit le plus vite possible, en faisant le moins d'efforts possible, et bien entendu ça amène à des problèmes de genre là, des problèmes complètement ridicules. Une autre marque sympathique dans ce genre c'est Chewy, qui elle par contre a des problèmes tellement graves que si la batterie est complètement déchargée, genre 0%, et que la machine s'éteint, le BIOS n'est plus capable de recharger la batterie. C'est magnifique, le BIOS n'a pas de mode recharge, quoi. Donc en gros, il faut obligatoirement éteindre la machine avant d'arriver à 0%, sinon la machine ne fonctionnera plus jamais. C'est magnifique, surtout qu'en plus la jauge de batterie est complètement, elle est pas du tout fiable, alors du coup ça peut passer de 15% à 0% d'un coup, donc bref, en gros dès que c'est déchargé, branchez-la tout de suite au secteur, sinon vous avez des chances de plus jamais pouvoir la rallumer. C'est génial comme problème. Bon bref, on va terminer cette parenthèse, et on va voir un petit peu le matériel que j'ai ici. Alors le matériel que j'ai ici, c'est un flasher SPI de puce NAND flash et d'EEPROM, basé sur une puce qui s'appelle la CH341A. Donc on voit cette puce, je peux pas facilement vous l'enlever, je vous montrerai ça quand ce sera dessoudé plus facilement. Donc c'est cette grosse puce qu'on voit là. Donc voilà, c'est juste un programmeur très simple pour ce genre de truc. Ici vous avez de quoi mettre une EEPROM dedans et pouvoir fermer. Vous voyez, vous mettez l'EEPROM dedans, schlock avec les petites pattes et hop vous la coincez. Et vous pouvez ensuite la programmer dedans, mais il y a aussi des pattes pour pouvoir souder directement sur les EEPROM de ce type-là, ou les NAND flash de ce type-là, c'est-à-dire en gros des composants miniaturisés, etc., qui n'ont pas de grosses pattes qu'on peut rentrer dans ces trous-là. Donc voilà un petit peu le concept. Donc pour relier ça, vous avez un petit schéma que je vais vous montrer là, que j'ai trouvé sur un site en russe, parce que comme d'habitude, pour réparer ce genre de machine, le monde entier s'en fout, sauf les Russes, parce qu'ils ont trop peu de thunes, faut croire, ou alors ils ont accès qu'à ce genre de matériel et à rien d'autre, à rien de mieux, donc ils sont obligés de les réparer. Donc bref, voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est relier les 4 fils de data de ce truc-là sur les 4 bonnes bornes,
bornes, c'est-à-dire borne 1 et 2 et borne 5 et 6. Ensuite, vous avez la borne 3 et 7, 8, trucs comme ça, à relier au 5 volts, mais attendez, regardez le schéma, hein, parce que là je l'ai pas sous les yeux, donc je sais pas trop. Et la borne 4 doit se relier à la masse, tout bêtement. Enfin, relier au moins, quoi. Et donc... ce qu'il faut faire aussi, c'est que cette puce fonctionne pas en 3,3 volts ni en 5 volts. Les deux tensions que peut donner ce petit truc, ce produit peut donner du 5 volts ou du 3,3 volts, mais ne donnera pas du 1,8 volts, c'est ce que supporte ce truc. Alors il a fallu que je fasse un pont diviseur, bon c'est tout con, hein, en fait c'est une résistance d'un côté et une résistance de l'autre, et en gros ça divise le courant parce qu'il y en a une partie qui est gâchée en partant dans la résistance du bas ici, là la résistance bleue là ici, hop, ça gâche ce courant, et donc il y en a une partie qui va là, le reste qui est gâché. Donc bref, ce qu'il faut s'amuser à faire, c'est avoir le bon rapport entre les deux. Donc ce que je me suis amusé à faire, c'est ici vous avez 750 ohms, et de l'autre côté, j'ai juste mis des 333 ohms en parallèle jusqu'à ce que ça baisse la résistance suffisamment pour pouvoir obtenir une tension qui fait fonctionner ce truc-là. Alors ça fonctionne à 1,2 volts, alors que normalement c'est 1,8 il faut mettre dedans, et on verra. Si ça déconne, je rajouterai encore une autre résistance pour faire un petit peu augmenter la tension encore un petit peu. Parce que en gros le problème avec un pont diviseur, c'est qu'on sait pas trop ce que ça va donner, parce que ça dépend de la résistance, c'est-à-dire en gros de la consommation du composant sur lequel vous le soudez. Et là, comme c'est impossible de le savoir, ce que je me suis amusé à faire, c'est j'ai commencé avec une résistance, ça faisait 0,4 volts, en plus il en a mis 2, ça faisait un peu plus, etc. Jusqu'à ce que j'obtienne 1,2 volts et que je puisse lire le contenu de cette puce sans avoir de corruption. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que eh bien on va relier ça et on va reprogrammer cette puce avec le BIOS qui est trouvable sur internet, parce que pouf, on a eu du bol, ils ont été obligés de mettre à jour le BIOS pour que cette machine fonctionne bien sous Windows 10, parce que sinon elle fonctionne trop mal. Donc du coup, le fichier de BIOS pour pouvoir reprogrammer cette puce est disponible sur internet. Donc ce qu'on va faire, c'est on branche ça, plop, voilà. Et ensuite on aura besoin d'un petit programme qui fonctionne sous Linux mais aussi qui existe en version Windows, qui ne ressemble pas exactement à la même chose en version Windows, quoi, qui permet de programmer ce truc, d'utiliser cette chose là, enfin c'est le pilote de ce truc, quoi. Et donc ensuite on branche. Une fois que c'est branché, on voit une petite LED rouge qui s'allume. Attendez une petite seconde, j'essaye de mettre la prise USB dans le bon sens. Voilà, petite LED rouge qui s'allume, ça veut dire que ça marche. Donc maintenant, sur mon écran d'ordinateur, vous pouvez voir ce que j'ai fait. Alors, ce petit programme, il faut aller le télécharger sur le bon site, et ensuite, il faut le compiler, c'est-à-dire en gros, il faut pouvoir en faire un programme utilisable. Alors donc, ce qu'il faut faire sous Ubuntu, sous Ubuntu, on va dire, parce que je suis pas sûr totalement que ce soit exactement la même chose sous Debian, mais enfin bref, voilà. Donc vous lancez une commande pour installer quelques petits trucs nécessaires, sudo apt-get install, donc voilà. Voilà, donc ce dont vous avez besoin, c'est de ces deux trucs-là, de quoi compiler, c'est Build Essential, ça permet de transformer votre Linux en distribution Linux capable de faire du développement, entre guillemets, enfin en tout cas de compiler des programmes, c'est-à-dire en gros de transformer le code source en binaire, et il faut aussi ajouter la librairie USB-1.0-0-dev, alors -dev ça veut dire que ce sont les fichiers de développement, les headers, etc. Enfin bon, en gros pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, ça veut tout simplement dire que c'est un petit truc en plus pour pouvoir utiliser le programme, parce que le programme en lui-même ne contient pas ces petites références pour utiliser le port USB et tout ça, donc il faut ajouter ça pour qu'il puisse aller les chercher là-dedans. Donc bref, voilà, une fois que ces deux trucs sont installés, c'est parfait. Ensuite, il faut taper make, ce qui veut dire créer le programme en gros, et hop, vous le faites, et ça vous crée le programme. Une fois que vous avez le programme, donc vous faites / le nom du programme, pouf, voilà, et ensuite on regarde comment il fonctionne avec -h, qui veut dire -help, -head. Donc voilà. Alors maintenant, on a le contenu du truc, on peut voir comment fonctionne ce programme. Donc ce programme fonctionne avec -r pour lire. On va appeler le fichier dump.img, ça va être le truc qui est déjà à l'intérieur de cette puce. Hop. Donc qu'est-ce que ça marque? Ah oui, ça marque que ça marche pas parce que il faut les droits super utilisateurs. Donc sudo, bien sûr, et il faudra taper le mot de passe s'il y a besoin. Donc voilà. Maintenant, on attend que ça ait fini de lire l'intégralité du contenu de cette puce.
Alors ça met environ 1 minute 30, hein, on va dire, plus ou moins. Alors vous le faites une deuxième fois en mettant dump 2 par exemple, ou ce genre de choses. Moi je l'ai déjà fait avant, donc c'est pas la peine. Et donc le but de faire ça une deuxième fois, c'est comparer les deux trucs. Donc ce qu'on va utiliser, c'est un petit programme pour faire une somme MD5, c'est-à-dire en gros pour pouvoir savoir si les deux fichiers sont identiques. Donc moi j'utilise sous Linux GTK-H. Donc hop, ce petit programme-là, tout bête. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est prendre le fichier qui nous intéresse. Donc là, ce sera dump.img. Hop, voilà, pouf. Cliquez sur hacher, et là, on a une somme MD5, une somme SHA-1, etc., etc. Bref, peu importe. Ensuite, on le fait une deuxième fois, donc on peut ouvrir une deuxième fenêtre, et on fait ça avec votre deuxième fichier. Donc la même chose une deuxième fois, pouf. Et on compare si c'est la même somme. Donc si c'est la même somme, bah c'est que c'est bon, a priori vous avez exactement le même fichier une deuxième fois. Donc ça veut dire que ça fonctionne, en tout cas en lecture, c'est bon, vous avez la bonne tension, la puce est réceptive. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est on va revenir à l'aide, voilà, donc -E pour effacer. Donc on va effacer le contenu de cette puce. Tout bêtement, on va complètement annihiler tout le contenu de ce truc. Donc pouf, c'est parti pour tout supprimer. Voilà, c'est fini de tout supprimer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'on va flasher le BIOS de cette machine. Donc 8,4 mégaoctets. Je vérifie si c'est bien la taille. Oui, c'est ça. Donc c'est le fichier BIOS, ça clairement, dans leur truc. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre ce fichier BIOS et le flasher. Donc on retourne à l'aide une dernière fois, parce que bon, elle était juste au-dessus, mais bon, désolé. C'est juste moi qui l'avais pas vu le temps de le faire. Donc W pour write, pour écrire. Bon, bah, ça paraît logique. Ensuite, on met le fichier, alors en le glissant dans le terminal, ça fonctionne la majorité du temps, enfin même la quasi-totalité du temps, donc hop, ça donne ça, bah c'est parti pour flasher ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à GTK-H et faire la comparaison, pouf, du fichier qui est là, voilà, avec la vérification que je vais faire quand ça aura fini de flasher. Donc quand ça aura fini de flasher, je vais relire le contenu de la puce, et ensuite je comparerai au fichier que je viens de mettre dedans, au cas où que ça ne l'ait pas fait comme il faut. Voilà, c'est fini de flasher, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais le relire une deuxième fois, et cette fois-ci, voilà, je vais l'appeler, voilà, tout bêtement, et on va ensuite comparer les deux. Donc voilà, ça a l'air de s'être bien passé, a priori, le programme en tout cas n'a pas dit que ça avait planté ou je ne sais quoi en plein milieu. Donc maintenant, il n'y aura plus qu'à voir si les deux sont exactement identiques ou pas. Voilà, ça finit de relire le truc, donc hop, je prends mon fichier et je compare tout ça. Eh bien, ce n'est pas la même chose. Intéressant. Intéressant, ce n'est pas la même chose. Alors là, du coup, je comprends pas très bien. Peut-être que j'ai pas assez de tension pour l'écriture, mais que pour la lecture, ça fonctionne. Ça se peut totalement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redébrancher mon truc et je vais rajouter une résistance pour augmenter un petit peu la tension sur cette machine. Et je vais réessayer de reflasher à nouveau et on verra si ça change quelque chose, si j'ai encore quelque chose de différent ou quoi. Enfin, je veux dire, si le comportement est aléatoire, ce genre de truc. Allez hop, c'est parti pour booster un petit peu la tension en soudant une petite résistance supplémentaire de environ 110 ohms. Voilà, hop. J'étame les pattes histoire que ça soude mieux après. Où est-ce que j'ai foutu la petite pincette qu'ils ont donnée avec? Parce que en réalité, ça me semblait assez utile étant donné que c'est supra chaud. Et que ça conduit super bien la chaleur. Donc hop, allez hop, je soude ça grossièrement, hein, vraiment n'importe comment, parce que très franchement c'est juste du gros bidouillage, il faut juste que ça tienne comme il faut correctement, donc il faut que fasse fusionner tout ça comme il faut. Voilà, normalement on devrait avoir une tension un peu plus élevée. D'ailleurs on va mesurer cette tension, histoire de voir ce qu'on a. Et ben voilà, parfait, on a 1,833 volts, c'est bon. Nous sommes à la bonne tension, donc bon, cette fois-ci, on va peut-être avoir un résultat un peu plus satisfaisant. Donc j'efface à nouveau la puce,
J'écris à nouveau le BIOS. Alors ça c'est assez connu, que pour effacer et programmer une puce flash, il faut une tension supérieure au fait de la lire. C'est d'ailleurs justement pour ça que les SSD consomment beaucoup plus en écriture qu'en lecture. En lecture c'est comme si on faisait rien, en écriture, ça peut consommer plus qu'un disque dur à plateau. Donc voilà. Donc ça m'étonne pas trop que c'était stable en lecture, on va dire, quand on était à 1,2 volts et que il faut réellement 1,8 pour l'écriture, ça franchement c'est pas du tout étonnant. Alors si vous vous demandez quelles sont mes valeurs de mon pont diviseur après avoir fait tout ça, c'est 750 ohms d'un côté, du côté de vers le moins quoi, et de l'autre côté c'est 66,6 ohms en fait de ce côté-là. Donc voilà, ça nous permet d'avoir un tout petit peu plus d'1,8 volts, ce qui est totalement dans la limite, on va dire dans la, enfin voilà quoi, c'est dans l'intervalle de tolérance sans aucun problème. Et c'est franchement tout ce qu'il faut pour pouvoir transformer le 3,3 volts de ce truc-là en 1,8 volts, mais uniquement pour ce composant en particulier. Donc si vous faites ça avec une tablette différente ou je ne sais pas quoi qui utilise un composant différent de celui-là, c'est pas dit que vous ayez besoin des mêmes valeurs, c'est pas dit du tout. Donc tâtonnez-vous aussi, commencez par une valeur assez haute et puis baissez progressivement quoi. Et comparer ensuite la tension, comme je vous l'ai dit, entre le point entre les deux résistances et le moins, et vous pouvez comme ça savoir ce qui vous reste comme tension, mais attention, en étant relié à la puce ici, parce que bien entendu, si vous n'êtes pas relié au composant qui se trouve là, bien sûr, il vous faudra une valeur complètement différente entre les deux trucs pour obtenir la même tension. Ça marche pas du tout comme ça, un pont diviseur, c'est pas du tout un amplificateur ou je sais pas, c'est pas du tout une sorte de truc pour transformer la tension qui est extrêmement fiable et qui est régulée et tout. En réalité, c'est vraiment la technique de merde par excellence pour baisser la tension d'un truc. Donc, bref, maintenant, vérifions si, là, cette fois-ci, nous avons les bonnes valeurs. Donc, nous avons ceci sur un des fichiers, et nous avons quoi déjà sur l'autre que j'ai fermé un peu vite ? Eh bien là, nous avons exactement la même chose entre le fichier d'origine et ce qui a été flashé dans la mémoire. Donc là, c'est bon, je peux dessouder tout mon bazar et réessayer Pipo. Donc, je peux débrancher mon programmeur de puce flash. Alors cette technique peut être utilisée aussi pour les flashs qui ont foiré sur des BIOS de PC par exemple, c'est exactement la même technique. Bon, c'est parti pour dessouder proprement, ou en tout cas le plus proprement possible, tous ces petits fils. Donc allez hop. Donc le fil gris et violet ici, tac. Là voilà, pouf, c'est fait. Alors il va falloir vérifier ensuite si les soudures sont pas reliées entre elles, attention, c'est très méticuleux ce genre de truc, vous avez que des toutes petites soudures, je vais zoomer dessus pour vous montrer tout ça, et en plus tous les fils se gênent les uns les autres, faut faire très très attention. Donc hop, voilà, c'est fait. Donc maintenant, mon truc ici qui relie ça c'est juste pour relier en fait le 1,8 volts des deux pattes ici à la patte numéro 3 qui se trouve au-dessus, parce qu'il faut alimenter, je sais pas trop pourquoi, 3 pattes différentes avec la même tension. Donc voilà, maintenant il va falloir faire très 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 attention à ce que tout soit encore soudé comme il faut. Voilà, donc ce qu'il faut vraiment faire attention surtout, c'est à ce que les pattes soient pas reliées entre elles. Voilà, donc ça c'est bon. Il n'y a pas de souci, tout s'est fait parfaitement bien, sans trop de problèmes. Donc voilà, logiquement c'est bon. Ils sont pas reliés entre elles, il n'y a pas un petit composant sur le côté ou je ne sais pas quoi, qui se serait relié dans le circuit involontairement ou je ne sais quoi. Donc parfait. Je peux débrancher le fer à souder et remonter cette machine. Alors vous avez sûrement déjà vu la vidéo sur le démontage de Pipo. La seule chose que j'avais pas démontée, c'était cette partie-là. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, la partie qui se trouve en dessous de ce truc-là, c'est-à-dire le RF Shield, c'est-à-dire le petit quelque chose, là, le petit capot pour les infrarouges, qu'est-ce que je raconte ? Les interférences radio, en fin de compte. Donc ce truc-là se met par-dessus les composants. Et ça permet aussi de dissiper un peu la chaleur. Comme vous avez vu, ils sont mis des pads thermiques dessus, c'est-à-dire des sortes de bouts de caoutchouc pour transporter la chaleur du composant vers la masse métallique qu'il y a là.
Et donc voici le processeur que vous n'aviez pas vu avant, les 4 puces de RAM, parce que oui, 4 puces de RAM, et ici très certainement un composant qui a un rapport avec je ne sais trop quoi, bon, j'arrive pas à savoir ce que c'est, tant pis. Bon ben, je le vois pas trop bien d'ici, comme ça, mais bon, voilà. Donc bref, voilà, donc il fallait enlever ça pour pouvoir accéder à la puce du BIOS qui... franchement, ça m'a étonné énormément, n'était pas du tout, est sous le RF Shield, je sais pas pourquoi, n'était pas du tout accessible facilement. Bref, maintenant il faut remettre ça, les pads thermiques se sont très légèrement abîmés, hein, comme vous pouvez le voir, bon c'est tant pis, mais bon on peut pas faire vraiment autrement. Donc voilà. Pour enlever ça, c'est pas facile, hein. Il faut utiliser une toute petite aiguille, une petite pince et je ne sais quoi, et faire délicatement tout le tour pour enlever les quelques crochets qu'il y a tout autour. Bon, vous avez de la chance, pour une fois, c'est pas un de ces produits chinois où c'est carrément soudé, parce que le RF Shield, normalement, ça ne se soude pas, ça s'emboîte, mais certains, pour gagner un petit peu d'argent, quoi, au lieu de mettre ces petites pinces, eh bien, ils le soudent carrément. Donc bon, ça permet comme ça de faire des économies de bout de ficelle, quoi. Ensuite, il faut bien le réaligner comme on peut, et puis on le remboîte, et logiquement, le tour est joué. Alors, on n'est pas obligé de le remboîter maintenant, hein, on peut essayer si la machine fonctionne avant de remboîter ça, parce que ce truc-là, en réalité, ça sert pas à grand-chose, hein, la machine peut fonctionner sans, c'est juste pour que ce soit aux normes, etc. Et puis pour refroidir, hein, comme je l'ai dit, ça fait d'une pierre deux coups. Surtout que pour refroidir, il y a ça aussi en dessous. Hein. Donc malheureusement, je n'ai rien en HDMI qui traîne dans le coin, donc du coup, je peux pas tester directement cette machine en HDMI pour voir si ça fonctionne. Je vais être obligé de relier à nouveau l'écran intégré. Donc bon... C'est pas si facile que ça, parce que je me rappelle plus en fait, ça fait un petit moment maintenant que j'attends ce truc là, ça fait quoi, ça fait 1 mois et demi ou 2 mois que j'attends ce programmeur de puces, donc je sais plus où j'ai foutu tout, donc je sais que voilà, il y a les vis ici, ok, il y a le bouton power qui doit se situer là, voilà, ainsi que le bouton volume, il y a... Ok, bah ça je sais pas ce que c'est juste un ressort qui vient d'ailleurs. La plaque du dessous, qui permet aussi de dissiper la chaleur, comme je l'avais déjà dit dans la vidéo du démontage. Et logiquement, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, donc la seule chose que j'ai besoin, c'est de l'alimentation de ce truc, ainsi que de relier l'écran. Voilà, l'écran est relié. Maintenant, je peux brancher l'alimentation, je crois que c'est celle-là. C'est bien ça, donc relier l'alimentation à ça. Et ensuite brancher ça et on va voir s'il y a quelque chose qui s'affiche sur l'écran. Alors j'ai oublié de vous parler d'un truc, mais c'est du prix de ce programmeur d'EEPROM. Ça coûte seulement... je crois que j'ai acheté ça 1,80€, frais de port compris. Hein, donc franchement, ne vous inquiétez pas du tout pour ça, ça coûte que dalle. Vous n'avez absolument pas à vous inquiéter du prix de ce truc. Et Pipo s'allume. Voilà, donc c'était ça le problème. Pipo ne s'allume pas quand on lui a mis dedans un BIOS, quand on a modifié les paramètres du BIOS, quoi. C'est dingue, quoi. C'est complètement invraisemblable de voir un tel niveau d'amateurisme, quoi. C'est vraiment nullissime, quoi. Arriver à ce point-là, quoi, c'est vraiment de la pignoufrie la plus totale, quoi. C'est difficile de faire pire, hein, comme manque de professionnalisme, quoi. Mais tant pis, hein, bon... Ok, donc volume moins, volume plus, ah bah je sais plus lequel des deux est volume moins et volume plus. Est-ce que c'est marqué sur le PCB? La réponse est non. Est-ce que c'est marqué ici? Bah non plus. Donc attendez, si je me souviens bien, c'était complètement invraisemblable, genre volume moins est en haut au lieu d'être en bas ou un truc comme ça. Je crois que c'est ça, c'était complètement inversé. Donc voilà... Ça, si je m'en souviens... En fait, si je m'en souviens, c'est parce que c'est absurde et complètement débile. Et voilà, Pipo est ressuscité. Visiblement, même l'écran tactile fonctionne. Parfait, bah nickel. Voilà, bah, nous avons à nouveau un Pipo fonctionnel. Eh ben, dis donc. Il en a fallu faire des trucs hein, pour réussir à réparer ce machin. Je sais que c'est une superbe phrase comme j'en ai l'habitude. Voilà, bah, je pense que j'ai plus rien de spécial à vous dire et vous avez vu maintenant comment on répare Pipo. Hein. C'est pas trop compliqué, mais franchement, on aurait préféré que ne pas avoir à faire ça du tout, quoi. Hein. Clairement, c'est juste pas professionnel du tout ce genre de truc. Allez, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine!